Bienvenue au podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas? On va mettre le spotlight sur quelqu'un de Fuego. Fait que va écouter ça. Salut! How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. That's it. What you do? Hey, des petites pâtisseries mexicaines. C'est tellement bon. Ah, quand ça t'est pas revenu? Ah non, je capote. Il y a une version, pourquoi je les ai pris, c'est qu'il y a une version chinoise de ces petits pains-là. Ah ouais, ça serait quoi Ouais. la différence entre le Mexique puis le chinois, Le mettons? top Ou, du bun, c'est de la crust de coconut. Ah, Coconut jaune, là, nice, c'est tellement ok, bon, là. ça doit Oh être my léger, God. là, Ouais, c'est full ouais. fluffy, là, comme fluff, pâtisserie, ouais, exact, fluff. ouais, puis- Ouais. Alex, comment t'as trouvé notre invité aujourd'hui? C'est vraiment cool comment on s'est rencontrés. C'est dans un événement à Montréal, les fameux Slow Sunday, que c'est comme un moyen de rencontre, mais sans attente, c'est vraiment toutes des gens qui veulent passer un dimanche après-midi pour rencontrer des gens. Puis comment ça marche? On est comme peut-être une trentaine de gens ensemble, inconnus, de plein d'âges, vraiment, c'est large, le reach de cet événement-là. Puis il y a quelques tables, à chaque 15 minutes, on switch de gens, puis on rencontre vraiment comme plein de gens. Puis la dernière table, j'étais avec Alexandre. Ouais. Puis je sais pas comment on est en venu, parce que c'est vraiment des discussions que... Ça s'est fait organiquement, ouais. Très organiquement, Ouais. puis t'as des fois, quand ça va moins bien, t'as des jeux de cartes pour t'aider, mais nous, notre table, c'était assez organique, puis on s'est ramassé à parler de dating, puis c'est Alexandre qui est comme « Ouais, toi, ton dating? » Puis moi, j'étais comme « Ben, Horrible. c'est sur pause, là. Ouais, horrible. » Puis là, il était comme « Oh, c'est intéressant, j'ai fait une maîtrise! » Par Oui. rapport à ça. Fait que j'étais comme, on va tellement en parler, c'est tellement d'actualité, puis je pense que je suis pas toute seule qui struggle avec ça. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien... Oui, vraiment. Dans le fond, ça fait 2 ans environ que je travaille sur un projet de maîtrise. Je fais une maîtrise actuellement en santé mentale et le sujet de ma revue... de ma revue scientifique, ma revue littéraire, j'ai décidé de la faire sur les applications de rencontres et les effets sur la santé mentale. Et donc, ça m'a amené à explorer vraiment les impacts sur les troubles anxieux, la dépression, mais aussi sur l'impact sur les relations sociales, sur l'attachement, des notions qui sont pour moi vraiment intéressante et vraiment pertinente là, actuellement avec le boom des applications de rencontres dans les dernières années. Je pense que les gens de mon âge, j'ai début de la trentaine, j'en connais pas beaucoup qui soit les ont pas utilisés du tout ou qui connaissent pas du tout ce que c'est et ce que ça représente. Donc j'ai décidé de vraiment aller creuser sur est-ce qu'il y a un impact sur la santé mentale et si oui, lequel? J'ai souvent entendu des gens se plaindre de leur expérience. J'ai ma propre expérience avec les réseaux sociaux aussi. Donc, j'ai décidé là, de plonger là-dedans, de me plonger dans cet univers-là, de vraiment aller creuser au plus profond des sources scientifiques que je pouvais trouver, parce qu'étant donné que dans l'ère du temps, c'est encore assez récent, les applications de rencontres, il n'y a pas beaucoup de sources scientifiques qui sont sorties. Ça a été long là, avant qu'il y ait des études vraiment là, de taille qui sortent par rapport à est-ce que ça a un impact sur la vie des gens. Donc, au moins, j'avais la chance que les sources que je trouvais étaient vraiment récentes, étaient vraiment pertinentes pour le projet. Donc, ça m'a amené ensuite à vouloir aussi l'expandre et de le transformer en fait en essai littéraire. Donc, j'ai décidé par la suite, et je travaille là-dessus en ce moment, à pousser la réflexion un peu plus loin que seulement les sources scientifiques, de plonger, c'est ça, dans mon expérience à moi, dans l'expérience de mes proches, puis essayer de voir comment est-ce qu'on définit l'amour actuellement, les relations sociales. On est dans un monde qui est le plus connecté qu'on ne l'a jamais été, mais en même temps, le niveau de solitude est au plus haut simultanément. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on en est rendu là? C'est un peu les questions que je pose là, dans mon essai que je trouve vraiment pertinent, que je trouve dans l'air du temps. Je pense que c'est le moment qu'on l'aborde. Je pense que c'est
long overdue, comme on dit en anglais. Là. Je pense que c'est de se poser la question, de voir comment est-ce que chacun peut essayer de déconstruire un peu notre relation avec des applications de rencontres et les relations en général avec les autres. Je pense qu'on s'est un peu perdu là-dedans. Puis j'essaie de retrouver un petit peu... On est loin du l'homme Cro-Magnon autour du feu. Là. Oh. Exact. C'est ça, puis j'en parle un peu dans mon essai de justement l'homme des Cro-Magnons qui... justement que l'amour, les relations, ça avait une fonction, une fonction de protection, une fonction de survie. On est moins rendu là maintenant quand on swipe les profils sur Tinder ou sur la panoplie des applications qui s'offrent à nous maintenant, parce que Tinder l'a longtemps dominé, mais maintenant il y en a des dizaines, là, et puis il y en a sur Facebook, il y en a un peu partout. Donc, est-ce qu'on vise la cible adéquatement? Est-ce que vraiment on réussit à rencontrer plus que jamais? La question se pose et je la pose aujourd'hui. Ouais, puis je sais pas, mais dans mon expérience personnelle, je trouve que c'était moins pire. Il y a quelques années, je réussissais à trouver comme du sérieux, puis que là, je suis comme pas capable. Puis il y a une autre notion qu'on pourrait parler, c'est de qu'est-ce que tu attracts dans la vraie vie. Tu le sais tout de suite avec l'énergie, puis naturellement, tu perds moins ton temps, comme ça se fait comme, je sais pas, rapidement, naturellement. Mais l'application, tu te dis, voyons, moi, c'est ça mes intentions, je recherche ça, puis c'est pas ça que j'attraque. Fait que l'algorithme là-dedans, comme comment, c'est-tu comme fait pour ça, pour que justement tu paies, puis il y a le capitalisme là-dedans, ou parce que c'est majeur que j'attraque pas en tout ce que je veux, mais en ce moment, là, me fait niaiser, tu sais, quand je veux comme quelque chose de sérieux. Ouais. Puis t'es comme, c'est ça, c'est fascinant que c'est complètement à côté, où y a-tu des moyens de faire? Faudrait-tu avoir des formations de comment utiliser les emojis? Mais tu sais, comment ça se fait que t'es complètement à côté quand t'es la même personne, puis que dans la vraie vie, ça marche, genre? Je sais pas si c'était des recherches. Ben, je pense que si on regarde, il y a peut-être la génération précédente, là, nos parents par exemple, ben, rencontrer quelqu'un avant les applications de rencontre, ça se faisait au bar, ça se faisait à travers un ami, dans le quartier. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de le faire, mais en rétrospective, dans une vie entière, on pouvait faire face à combien de rejets selon vous? Dans vraie vie? Dans une vie, combien de rejets? Ben, ça dépend. 10, 20, 30 peut-être. Ah. Parce qu'il y avait moins d'opportunités de le faire, peut-être 50, mais est-ce que les gens s'attardaient à aller à tous les soirs dans les bars pour rencontrer quelqu'un? Peut-être que non, mais maintenant, tu sors ton application. C'est comme si tu étais au bar. Swipe. T'es comme à là, distance. Il y a un match, mais là, ça aboutit pas à rien. Ou tu t'en vas à 3-4 dates, ça marche pas. Là, les 50, tu peux les accumuler dans le même mois. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, c'était sur une vie entière. Puis je pense que ça joue beaucoup sur notre difficulté à continuer d'entrer en lien avec les autres. Parce qu'on accumule je dis des rejets, mais je dirais plutôt des perceptions de rejet, si on veut. Puis je pense pas que l'être humain est fondamentalement équipé pour faire face à autant de rejets. Le rejet, selon la littérature, on le vit un peu comme on parlait des Cro-Magnons plus tôt, quelqu'un qui se faisait rejeter par sa tribu. Ouais, c'est ça, exact. Ça signifiait la mort. Ça signifiait tu te retrouves exclu dans le froid, puis contre les mammouths qui veulent ta peau, ou la forêt avec ses animaux sauvages. On est au mammouth. Les hommes de Cro-Magnons et les mammouths, ça revient tout le temps au podcast. Thanks, dans notre zone de confort, mammouth. À chaque fois qu'il y a un épisode où on mentionne une tribu, je suis tellement content. Ben, c'est pertinent. Je pense que c'est évocateur, beaucoup de sens. Puis c'est juste que c'est comme si là, en ce moment, notre cerveau, il n'avait pas évolué plus loin que la tribu, puis la perception de rejet qui
qui est fondamental, qui vient nous frapper là, quand on se fait rejeter ou quand il y a une séparation, c'est interne, là, c'est violent ce qu'on ressent. Là. Ouais. Puis je pense que de les accumuler, de les vivre là, dans son quotidien, Beaucoup en ben, peu ça de temps. use. Ouais, exactement, ça use. Ah, Puis ça crée, je crois, une forme de cynisme peut-être envers le 100%. social. Ça encourage, ça donne pas le goût de continuer. Je pense que les témoignages que j'ai souvent entendus des gens qui ont utilisé l'application en ligne, là, ça commence souvent avec un long soupir, là, une forme de découragement. Là, j'en ai eu des expériences des gens qui m'ont dit « Oh, le premier coup, ça a fonctionné, puis on est ensemble depuis 10 ans, on va avoir notre deuxième enfant. » Ben, nice. merveilleux, génial, Ouais. cool. Je Ouais. suis sincèrement content pour eux. Force est de Mais c'est quand constater même que c'est une pas la personne norme. sur 20, là. Exact. Une personne sur 20, sensiblement, là, que... Minimum, Plus plus que ça. sur 40, sur 100. Ouais. Ouais. Non. La face à patte en ce moment. Ah. Le mauvais dating. Non. Ouais, ouais. Il y a des comportements qui sont... Comment je pourrais expliquer aussi les applications? Autant qu'il y a des gens qui vont niaiser d'autres gens, ghoster, catfish, que c'est complètement nouveau. Je pense que dans la vraie vie, au bar, tu fais juste pas ça, tu sais. Puis autant qu'il y a des gens qui vont retourner sur les apps, mais que tu y crois pas, fait que tes intentions sont moins pures et honnêtes. Fait qu'il y a comme des comportements qui sont... comment que je pourrais expliquer qu'on est comme dérivés, mais on veut rencontrer l'amour, on est comme vraiment des bonnes personnes, mais on fait des atrocités sociales, là. On veut le rencontrer, mais je pense que l'amour fait peur. Je pense que se retrouver vulnérable devant quelqu'un, et je pense qu'il y a cette peur-là pour plusieurs, de si elle me voit ou si il me voit pour qui je suis vraiment, est-ce que cette personne-là va rester? Ouais. Et donc, je pense que ça oriente beaucoup les comportements, les attitudes des gens. Est-ce que les gens qu'on nomme qui niaisent et tout ça, qui sont pas sérieux dans leur démarche, est-ce qu'ils sont vraisemblablement pas sérieux et veulent niaiser volontairement et consciemment, ou est-ce que c'est pas plutôt se protéger à leur façon? C'est ça que je questionne un peu dans l'essai, que je pense qu'on on vit notre vie, on est orienté sur le fait de ne pas avoir mal. Je pense que c'est chacun, on est responsable de notre bien-être, là, fondamentalement, mais c'est comment est-ce que je navigue cette situation-là pour avoir le moins mal possible. Ouais. Puis ensuite, ça peut amener, c'est ça, justement, de niaiser ou de ne pas s'engager, de prendre ses distances, ben ça permet à la personne de ne pas s'impliquer émotionnellement et de ne pas être véritablement vulnérable. Tu sais, il y a plusieurs patterns qu'on voit des fois, où des gens qui vont aller vers des personnes qui sont jamais accessibles, tu sais, qui vont donner de la réciprocité, mais tu sais, à la petite cuillère, ou tu sais, ils vont être ambivalents, et comme, OK, oui, on se voit cette semaine, après la personne disparaît pendant un mois, revient, ben ça fait que ces gens-là, ils peuvent devenir un peu accros à cette ambivalence-là, parce que pour eux, peut-être qu'avec des expériences passées, ils ont un peu internalisé que ben, l'amour auquel j'ai droit, il faut que je cours après. Il faut que je le ça chase. devrait pas être ça. Ben non, c'est ça, c'est complètement comme dérégulé. Mais c'est que si tu t'en rends pas compte que tu as ces tendances-là à faire, ouais, exactement, ben comment veux-tu le changer? On parle souvent que comme faut s'en rendre compte avant de changer, mais c'est vrai, tu peux pas changer des comportements ou des attitudes que tu vois pas leur fonction. J'ai appris à arrêter de demander un peu comme pourquoi est-ce que j'agis de cette façon-là. C'est plutôt une petite nuance qui est quand même pour moi importante, c'est qu'est-ce que ça m'amène d'agir de cette fonction-là, de quoi ça me protège, ou quelle fonction ça a. Parce que je pourrais dire, j'agis de cette façon-là parce que j'ai été rejeté dans le passé, ou comme parce que j'ai eu des séparations qui ont été vraiment difficiles. Donc, je repousse les gens dorénavant parce que je veux pas avoir mal. Ben, le pourquoi je veux avoir mal versus le passé, j'ai eu mal, il y a quand même une nuance qu'il y en a un que c'est une fonction, puis l'autre c'est plus comme une attitude à avoir. Puis je pense que quand tu comprends la fonction de tes agissements, c'est là que tu peux vraiment les changer. Tu sais, OK, j'ai plus besoin de me protéger. Tu sais, c'est où je peux plus assumer qu'une relation va nécessairement vouloir dire abandon ou rejet ou humiliation ou peu importe. Non, la relation peut amener bienveillance, soutien mutuel, réciprocité, tu sais, amour, etc. Ce que l'amour, ce que la relation devrait être.
Mais je pense qu'on la conceptualise pas toujours comme ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on voit des personnes qui ont plus un profil évitant, puis d'autres qui ont plus le profil anxieux. Tu sais, on a la notion de l'attachement. C'est quoi, justement, toi, ta définition d'être en relation? Genre, c'est quoi la fonction de tout ça? Puis qu'est-ce que t'en retires? C'est une excellente question, puis je la pose un peu différemment quand j'ai eu une discussion avec une fréquentation que j'ai eue que je trouve qu'il y avait plus un profil évitant, je dirais, là, selon les styles d'attachement de Bowlby. Parce que je lui ai demandé un jour, qu'est-ce que ça représente, toi, de t'engager avec quelqu'un? Et elle m'a un peu dit, ben, c'est de considérer la personne dans tous les choix que je fais. J'ai dit, oh, OK, on est loin de ma définition de s'engager avec quelqu'un. Parce que moi aussi, tu sais, si ma conceptualisation de l'engagement, c'était, il faut que je prenne la vie de la personne dans tous les choix de ma vie, je sais pas à quel point je m'engagerais. C'est beaucoup de pression. C'est énormément de pression, puis c'est très étouffant quand même. Ouais. Comme, qui est surpris que cette personne-là ne veuille pas s'engager. Tu sais, j'aurais peur, moi aussi, de m'engager si dorénavant, ça voulait dire que je considère l'autre personne dans toutes les décisions que je prends de ma vie. Donc, pour moi, m'engager avec quelqu'un, c'est, oui, lui faire de la place. C'est normal, mais c'est de vouloir lui faire de la place. C'est de grandir avec quelqu'un, je crois. C'est partager des expériences significatives avec quelqu'un. C'est de construire. Je pense qu'il y a... Je lisais un livre sur les séparations puis les douleurs associées aux séparations. Puis c'est comme s'il y a 3 deuils à faire. Il y a moi et l'autre. Il y a moi dans la relation. Et il y a moi dans la relation, il y a moi avec l'autre, et il y a nous versus le monde, si on veut. C'est comme 3 deuils à faire. Puis je trouve que c'est vraiment évocateur. Je pense qu'une relation, ça dépasse l'équation du 1+1. C'est nous deux ensemble, on est un tout. C'est ça. Puis je pense que les succès des relations, c'est quand on s'abandonne un peu à l'autre, puis on devient un peu... On est simultanément responsable de son propre bien-être, mais on s'attribue aussi le bien-être de notre partenaire. Exactement, puis qu'on est les deux responsables du succès de la relation. Le poids ne peut pas être que sur une seule personne qui fait tout. Je dis l'effort, mais oui, tu sais, faire ce qu'il faut. Là, exactement. Pour que ça fonctionne. D'être flexible puis accueillant, parce que oui, bon, 50-50, mais il faut être là pour l'autre, puis l'autre doit être là pour nous. Fait que je trouve d'être vraiment accueillant, flexible, puis de vouloir co-construire, là. Ouais. Exactement. Puis, est-ce que tous les gens qui se lancent dans des applications de rencontres ont cette même définition-là de ce que c'est l'engagement? C'est impossible. Je penserais pas. Vraiment pas. Non. Je penserais pas. Puis j'ai toujours questionné, moi, même avant les applications de rencontres, ou peut-être au début, parce que quand les gens voulaient rien de sérieux, voulaient pas s'engager, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant. J'ai jamais été... J'ai jamais adhéré à cette conceptualisation-là de la relation. J'ai jamais, je crois, voulu chercher rien de sérieux. Ou si je l'ai cherché, c'était parce que je voulais pas avoir mal si je m'engageais avec quelqu'un. Ça venait probablement d'un passé où est-ce que j'avais été blessé et où j'avais perçu que je m'étais peut-être plus donné que l'autre, puis au final, j'en avais payé le prix... en perdant l'autre personne. Donc après, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, on vit dans une optique où est-ce qu'on veut se protéger. T'sais. Donc je pense que c'est pour ça que quelqu'un pourrait ne pas vouloir s'engager et chercher rien de sérieux, mais je me dis, est-ce que cette personne-là, mon opinion, c'est que cette personne-là, sa définition de l'engagement ou sa définition du sérieux est peut-être une définition, comme on a mis tantôt, très réductrice ou très là, ben là, ça veut dire que j'ai plus jamais de temps seul. Ou que c'est pas ça, s'engager avec quelqu'un. Non, c'est ça. Puis c'est pas surprenant que les gens qui ont cette définition-là veulent pas s'engager. Puis c'est ça que je pense qui est à modifier, c'est le rapport qu'on a avec la notion d'engagement. Puis ça se peut qu'il y en ait que fondamentalement, ils veulent pas s'engager avec personne. Ça leur appartient, mais je me dis, on passe tellement à côté de quelque chose de beau que si c'est pour tout simplement avoir peur, avoir mal, ben je pense qu'on a tous peur. On est tous susceptibles de faire face à ça dans une relation. Je veux dire, tu peux pas
Tu peux pas t'engager dans une relation avec quelqu'un et choisir les aspects d'une relation et oublier les autres. C'est soit tu t'engages ou tu t'engages pas. C'est toujours un package deal. Là. Exact, Ça vient exactement. avec tout, là. Ouais. Exactement. Ouais. Ah. Qu'est-ce que. Comment je voudrais dire ça? Tu penses que les profils des personnes qui sont justement évitantes, puis est-ce que tu penses que ça peut pas changer cette perception-là? Tu sais, toi, c'est toi qui disais, genre, dans le fond, que c'est ça que tu cherchais, c'était du sérieux, nanana. Ouais. Puis tu veux créer ces liens-là. Il y a des gens qui veulent pas créer ces liens-là. Ben, je pense que... Ça reste quand même un spectre, là. Oui. Mais je pense que si tu demandais à quelqu'un, comme ceux qui ont des styles d'attachement anxieux, je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils sont conscients de ça. Et ils feraient un test, puis on leur dirait, ouais, tu as un attachement anxieux. Ouais. Ça serait pas une surprise. Grande surprise. Ouais, c'est ça. Je pense que plusieurs qui auraient des résultats de ces attachements évitants, je pense pas qu'eux le voient comme qu'ils sont des personnes évitantes. Je pense que pour eux, c'est des personnes qui sont sécures, puis qui se croient dans cette définition-là. Par exemple, un point qui revient souvent avec les personnes plus évitantes, c'est qu'ils ont une idée très, très, très spécifique de ce qu'ils recherchent chez quelqu'un, mais tellement spécifique que ce que cette personne-là recherche, c'est impossible à trouver. C'est comme je le mets avant l'enregistrement, là, ça représente 0,0008% de la population. Ben, bonne chance! Cette conceptualisation-là de l'être aimé, si on veut, ça a une fonction pour eux, parce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais à s'engager dans des relations, parce que les personnes qu'ils rencontrent ne représentent pas cette personne-là qui est idéalisée. Fait que pour eux, ça leur donne une forme de sortie de secours face à l'engagement, face à la possibilité d'être vulnérable, parce que justement, ben, cette personne-là ne fitait pas vraiment ce que je cherchais, tu sais. Mais oui, mais c'est parce que si tu recherches 0,00 de la population, est-ce que c'est si surprenant que tu la trouves jamais? Tu sais, est-ce que c'est peut-être que tes standards ou à quoi tu aspires, c'est peut-être pas réaliste? Puis est-ce que même toi-même, est-ce que tu représentes cette personne-là? Ça brise, dans le fond, la prémisse de vouloir rencontrer quelqu'un. Tu arrives avec l'idée que, dans le fond, tu veux pas trouver quelqu'un. Hein? Ben, c'est que ça permet de, justement, ça permet sur papier de le faire, de s'engager dans la démarche, mais toujours avec un pied dans la sortie de secours. Donc, je suis safe. Je suis safe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette nouvelle relation-là. Parce que de toute façon, cette personne-là ne représente pas ce que je recherche complètement. Donc, si j'ai à quitter, si j'ai à fuir, parce que là, ça devient trop sérieux, ben j'ai déjà j'ai mon pedigree déjà prêt. J'ai déjà ma carte de sortie. De l'abandon, ouais, exactement. Puis après, c'est facile à justifier. Puis qui va venir challenger ça ensuite dans les proches, genre ouais, il était pas comme ci, il était pas comme ça, ben ok, on l'accepte puis on le questionne pas plus, mais je creuserais davantage là-dessus si le fait d'avoir des exigences si élevées, si nichées, si on veut, comme profil, est-ce que justement ça n'a pas une fonction de protection de cette vulnérabilité-là? Donc, je pense qu'on peut le changer. Je pense que les personnes qui se retrouvent avec un profil évitant, s'ils sont en mesure de se rendre compte que leur façon de rentrer en relation peut-être est vouée à l'échec. Déjà au départ, qu'il n'y a rien de durable dans leur façon de conceptualiser les relations, ben, je pense qu'ils peuvent démarrer un processus de changer ou d'accepter d'être plus vulnérable. Mais ce que j'ai déjà vu dans des relations avec un profil que je dirais plus évitant, c'est souvent des personnes que c'est excessivement difficile pour eux de demander de l'aide. Je parle pas d'aide thérapeutique, je parle quelqu'un qui fait tout dans la maison, qui quand ça va pas bien, va toujours garder pour soi-même, qui va développer une forme d'autonomie et d'indépendance extrême, qui sur papier est très bien à avoir, d'être autonome, d'être indépendant, de compter sur soi et tout, c'est excellent, mais quand ça devient maladif, quand ça devient que je bloque les autres parce que demander de l'aide, ça veut dire que je suis pas capable d'agir ou je suis pas capable de faire ce que j'ai à faire, ben c'est pas surprenant que ces gens-là se referment puis gardent les gens loin d'eux. Puis je pense que c'est quelque chose qui est c'est ça récurrent dans les profils plus évitants, c'est cette tendance à garder l'autre plus loin. T'sais,
pas nécessairement physiquement, mais émotionnellement, puis d'être fort, il faut que je sois fort, il faut que je sois indépendant, puis là, on peut faire plein de liens dans l'enfance, avec les liens d'attachement que figures parentales n'ont pas été là dans le temps de besoin, mais si ces gens-là sont en mesure de se rendre compte que justement, ils ont cette tendance-là à être hyper indépendants puis hyper autonomes, et que au contraire, ça leur cause plus de mal que de bien, puis d'accepter, puis je dis pas de s'ouvrir à tout le monde du jour au lendemain, puis d'accepter l'aide de tout le monde dans toutes les situations, mais moi, je dirais à ces gens-là d'identifier une ou deux personnes dans leur entourage en qui ils ont vraiment confiance, puis de là, justement, dire « Hey, comme ça se peut que là, ça aille pas très bien, est-ce que tu serais disponible pour qu'on en parle? » Puis d'amorcer un peu cette ouverture-là pour qu'ensuite ils puissent vivre une réussite que « Oh, je me suis ouvert et j'ai été reçu comme... » Correctement. Ouais, exactement. C'est Ben là, tellement ça encourage à continuer de le faire. Puis c'est là qu'on peut se développer une forme d'accoutumance à la vulnérabilité qui est pas facile pour personne. C'est s'ouvrir à quelqu'un. Oui, on peut être plus habitué, mais c'est tout le temps... on sait jamais comment l'autre personne va réagir. Puis il y a tout le temps un petit peu les papillons de comme... Est-ce que la personne va rester quand elle va me connaître réellement et complètement? Il y a tout le temps un risque que non, mais après, si la personne décide de ne pas rester, ça veut rien dire sur qui vous êtes, ça veut tout dire sur ce que l'autre est en fait, mais on a cette tendance-là à se blâmer sur tout, puis penser que tout est on est responsable de tout, mais non, pas du tout en fait. Ça tombe-tu dans la maturité émotionnelle de l'autre personne, d'être capable d'encaisser le vécu d'une autre personne, parce qu'on dirait que c'est pas tout le monde qui va être capable d'écouter. Des fois, ça peut être intense, tes expériences, puis tu vois que c'est pas tout le monde qui vont être capable d'encaisser. Fait que ça tombe-tu, cet encaissement-là, dans la maturité ou dans la compréhension? Je pense que oui. Je pense que c'est... Compréhension, l'empathie, compassion, genre? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec le concept d'intelligence émotionnelle. Puis je pense que c'est correct de partager un vécu qui est plus difficile et tout. Je pense qu'il y a quand même une façon de le faire puis un moment pour le faire. J'ai eu des expériences étant donné que je suis quand même dans un domaine de relations d'aide, j'ai un profil quand même d'aidant, si on veut, sur papier, d'intervenant travailleur social et tout. Je pense que d'emblée, ça vient avec... on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est facile de se confier à moi. Je suis en mesure de créer un espace, je pense, de bienveillance, de non-jugement, acceptation inconditionnelle, je dirais. Je suis honoré d'avoir ce compliment-là. Je pense que c'est... Mais t'es une belle aura, là, je pense que c'est une bonne chose à avoir. Bonne écoute, l'aura de la bonne écoute, dans le fond, la bonne oreille. Je pense que oui. Je suis assez stressé. Ben non, puis je suis vraiment content de l'avoir, puis c'est quelque chose que je veux maintenir, tu sais. Mais dans un contexte de dating, de première rencontre, de créer cet espace-là, mais que si l'autre personne le prend pour un peu ce qu'on peut appeler du trauma dumping ou de un peu tout donner, le vécu de la personne. Ça se voit souvent. Ben, date, là, que t'es comme la première date, tu me parles de ton ex, que ça marche pas, pourquoi ça a pas marché? Je suis comme, ça a l'air d'être terminé. Non, là, puis c'est pas tant bon, là. Ouais, où j'en ai eu, c'était... je viens d'arriver en ville, c'était vraiment dur pour moi de déménager, tu sais, parce que j'ai jamais eu de famille, puis là, dans le lot, puis je veux dire, je vais jamais juger quelqu'un ou je vais jamais l'empêcher de parler de ça. Ça reste valide tout ce qu'elle fait, mais est-ce que c'est opportun puis important d'en parler là? Cependant, rapidement dans la conversation, j'ai changé de posture. J'étais plus en date, j'étais en posture d'intervenant. J'étais en posture de j'accueille les témoignages. C'est ce qui se passe en ce moment parce que la personne s'ouvrait, se parlait et tout. Puis après, est-ce qu'il y avait encore la notion de séduction, de comme essayer de matcher avec la personne? Non, comme c'était terminé de mon côté. J'ai accueilli, je l'ai validé, je l'ai été dans l'écoute, puis j'ai expliqué après la rencontre que malheureusement, ça allait pas aller plus loin parce que je sentais pas que j'étais en mesure de m'impliquer davantage dans cette relation-là de cette façon-là. De t'épanouir toi. Oui, exactement. Mais je me suis pas lancé dans le « ouais, t'aurais jamais dû parler de ça à une première date ». C'est son choix c'est pareil. c'est à elle de le découvrir, je crois, puis de refléter là-dessus.
Mais c'est un couteau à double tranchant là, de pouvoir créer cet espace-là de bienveillance parce que oui, ça amène des conversations qui sont vraiment authentiques puis intéressantes, mais des fois, je pense que justement, ça ouvre une porte des fois sur une expérience du passé qui est difficile, que là, il est difficile à refermer cette porte-là. Puis je pense que justement, dans le dating, la capacité de faire preuve d'un peu de répartie à travers le niveau de, je dirais en anglais, self-disclosure, comme qu'est-ce qu'on partage de soi. Ouais, exactement. Tu sais, comment y aller tranquillement. Tu sais, la première date, c'est apprendre à se connaître, puis c'est correct que ça soit ludique, le fun, léger, tu sais, comme gardons ça. C'est quoi la vibe? Exactement. C'est quoi l'énergie ensemble? Exactement. Genre, Est-ce que ça coule? Est-ce que c'est fluide et tout? Pas, quand j'étais jeune, les gens, ils s'en allaient de la table à manger parce que, tu sais, j'étais rejeté au secondaire. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça va être quoi dans 6 mois? Ouais, ben c'est ça. J'ai eu d'autres dates où, après 4 ou 5, la personne m'a demandé, tu sais, c'est quoi ton filtre? Quand je dis ça, c'est à travers quel filtre t'entends ce que je dis comme... quelqu'un Je veux juste des blondes. Genre. Ouais, ou quelque chose quelqu'un qui va dire, par exemple, je suis pas disponible. Quand je te texte que je suis pas disponible pour te voir ce soir, qu'est-ce que t'entends? J'entends que tu veux pas me voir. Ça, c'est un filtre. Mais c'est comme assumé, c'est pas la réalité. OK, c'est un préjugé que tu as envers cette réponse-là. Exactement. Ouais. À cause d'expériences passées, je saute aux conclusions un peu où j'assume que t'as pas envie de me voir, fait que tu fais des plans différents puis t'oses pas me le dire. Puis t'es comme, je suis juste Ouais. occupée. Ouais, Genre, mais exact. demain, après-demain, oui! Exactement. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme... Quand elle m'a demandé c'est quoi ton filtre, j'ai dit wow, là, Aïe, aïe. d'où ça sort, ça, cette question de filtre? Je suis comme, autant que je sais de quoi elle voulait dire, je suis comme, non, c'est trop tôt, là. C'est Too soon! On dirait que j'étais avec ma psy, là, en ce moment. Là. Ça ouais. peut pas être ça, notre dynamique, là, parce qu'elle aussi est en relation d'aide, tu sais, aussi. Puis je pense que j'ai longtemps cherché quelqu'un avec des valeurs similaires à moi, puis je pense que c'est normal dans le cadre du dating, mais des fois, de dater quelqu'un qui est vraiment trop proche de ma profession ou dans mon domaine, mais ça fait que facilement, je pense qu'on a une tendance à vouloir aider l'autre, puis vouloir aller consoler, puis rassurer, puis tout ça, mais ça fait que après, c'est plus un échange qui est organique, c'est très formulé, c'est très comme quasiment clinique, si on veut. Protocolaire. Ouais, comme... exactement. Donc, c'est à moi d'être conscient de ces dynamiques-là qui sont présentes dans le cadre du dating. Là. Puis, à travers ta recherche, est-ce que tu as développé un coffre à outils ou des questions à se poser? Parce que des fois, c'est « faut que je m'en rende compte », mais des fois, même si on veut tellement s'en rendre compte, on est un peu con puis on s'en rend pas compte. Fait que t'as-tu comme, des fois, c'est ça, des questions qu'on doit se poser pour comme vraiment s'assurer de bien faire les choses ou... Ouais, ben tout d'abord, je dirais d'un peu revoir les attentes puis un peu les objectifs quand on s'en va rencontrer quelqu'un. Dans les premières années d'expérience de dating, mes attentes ou mes peurs, c'est un peu un mélange de tout ça, mais j'espère que je vais lui plaire. Tellement un beau profil, là, j'espère que je vais être intéressant, j'espère que je vais être à la hauteur, tout ça. C'est plus sur la table pour moi là, dorénavant. Puis c'est ce que j'espère que les gens apprennent, c'est que... Ils viennent voir ta personne. Exactement. Puis c'est surtout, est-ce qu'elle me plaît avant tout? Pas moi si je lui plais. C'est vraiment plus de enlever le spotlight que j'ai sur moi puis le tourner vers la personne, d'aller creuser. Est-ce que je la trouve intéressante? Est-ce que je la trouve drôle? Est-ce qu'on a est-ce qu'on s'envoie la balle, tu sais, de façon aisée? Ou est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est malaisant? Est-ce qu'on est en silence pendant toute la date? C'est pas bon signe selon moi. Mais d'apprendre à revoir un peu nos attentes ou redéfinir c'est quoi un succès d'une rencontre. Puis un succès, c'est juste que ça peut être tout simplement, on s'est dit qu'on allait se revoir, puis on a eu un bon moment. T'sais, on a échangé beaucoup de risques, c'était léger. Ouais. Bravo, vous avez réussi votre première date. Ça, mais c'est tout. C'est pas est-ce que j'ai été à la hauteur, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis assez riche ou quoi que ce soit. Non, parce qu'après, c'est si la personne, je l'intéresse pas,
ben ça lui appartient à elle, ça lui appartient pas à moi, puis je changerai pas qui je suis pour m'adapter à chaque date que je vais avoir, parce qu'après je serai plus moi-même, on sera plus dans l'authenticité. Puis je pense que c'est la plus belle qualité qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui est authentique, qui s'accepte lui-même comme il est, puis qui s'excuse pas de qui il est, tu sais, d'être vrai envers soi-même. T'aurais-tu tendance à dire que les applications, ça aide pas à trouver qui on est réellement? Parce qu'on est tout le temps, on veut tout le temps être la personne pour l'autre personne, là, tu sais, genre, si tu vois Je veux le match ou ça crée ça, je m'envoie là-dessus pour c'est ça, rencontrer, genre, on se met déjà une elle est tellement pression. belle, la triathlète, je vais automatiquement faire du triathlon aussi, genre, pour comme... Ouais. Mais qu'on ça nous ait a tout un arrivé, intérêt. je pense, là, c'est ça. T'es comme, oh my God, je suis un peu trop cool. Starstruck. Ben, C'est ça. je On est pense... cave. Moi, ce qui m'est arrivé, je crois, puis je pense que plusieurs personnes vont pouvoir adhérer à ce parcours-là, c'est que j'ai eu tendance à vouloir devenir une personne que j'étais pas, justement pour plaire, justement être plus actif, être plus dans les sports, développer des intérêts que j'avais peut-être pas, parce que ça me faisait douter, tu sais, ah, mais là, cette personne-là, elle a cet intérêt-là, peut-être que je devrais l'avoir moi aussi, puis au final, ça me faisait m'éloigner de qui j'étais vraiment. Puis ça, c'est pas agréable à vivre du tout. Là. Je pense intrinsèquement, on le vit comme une crise identitaire, si on veut, quand ça prend trop de place. Cependant, je pense que cette crise-là te force à alors apprendre qui tu es vraiment. Puis c'est comme un passage un peu obligatoire pour certaines personnes, je crois, de devoir un peu vivre ce besoin-là de changer pour quelqu'un, puis de se rendre compte que c'est pas ce que je souhaite être comme personne dorénavant. Il y en a pour qui c'est naturel d'emblée, ils le feront jamais pour personne, mais je pense que pour plusieurs, c'est un passage obligatoire qui va leur faire réaliser que il a fallu que je me plante là-dedans pour que ça me force à trouver qui je suis réellement, et pas juste le trouver, mais l'accepter, puis le vivre, tu sais, le mettre de l'avant. Et si quelqu'un adhère pas à mon mode de vie ou on n'a pas les mêmes intérêts, ben c'est correct. J'ai pas à le changer, et il ou elle n'a pas à changer qui elle est pour moi. Tu comprends le dommage que ça peut faire, mais justement, des fois, quand tu passes à travers cette crise identitaire-là, tu deviens de quelqu'un de vraiment accueillant puis smooth, mais souvent, les gens, c'est comme mal vu, on dirait, d'être smooth parce que tu fightes pas, genre, pour la personne, mais c'est comme, moi, l'amour, un peu comme tu disais, c'est naturellement, puis t'as pas à chase ou conquérir. Fait que je trouve que je suis confrontée à ça, que mon smooth, il nuit, genre, on dirait. Mais c'est l'autre personne qui a le problème de chase ou de se faire ça. Mais c'est difficile. Je sais pas. Je dirais, dans ton cas, tu dis que ça te nuit, mais pourquoi est-ce que tu dis que ça te nuit? Parce que t'as pas la relation, mais... J'ai pas l'outcome. Non, mais c'est ça. Mais si tu changeais ça, alors tu aurais une relation. Mais est-ce que la relation serait nécessairement la bonne pour toi? Parce qu'il y en a qui veulent la relation pour avoir la relation. Mais si la relation, au final, est pas... elle te permet pas de te dépasser toi-même, qu'elle t'apaise pas, au contraire, qu'elle te trigger plus que d'autres choses, alors, oui, tu l'as, ta relation, mais à quel prix tu l'as, tu sais? C'est pour ça que, alors là, je veux pas dire ta nonchalance, mais le fait que tu sois cool puis plus posé, si on veut, justement, ça fait que tu te chases plus, ça fait que tu t'engages plus dans des relations qui sont nécessairement plus les bonnes pour toi. Fait que oui, ça te confronte à être seul, puis la solitude, c'est quasiment devenu la nouvelle cigarette, là. C'est pour l'effet que ça a sur la santé, là. Il y a des études longitudinales qui sont sorties là, sur les indices de bonheur, puis les relations sociales, c'est l'indice numéro 1 là, de bien-être, là. Je pense que d'avoir 3 personnes significatives dans ta vie, là, réduit de 50% tes risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et tout. Là. 3 personnes, là. Pas une gang complète. Là, c'est intéressant. Ouais, puis qu'à l'inverse, ne pas avoir ces liens-là augmente tes risques de maladies, de mal-être, si je peux dire, grandement. Donc, c'est sûr que la solitude, en ce moment, on y fait face, puis on voit sur les réseaux sociaux les gens qui sont en couple, qui sont dans des gangs, puis tout ça. Fait que c'est sûr que quand on est célibataire, puis que ça marche plus ou moins bien, notre expérience de dating,
je pense que beaucoup plus maintenant avec les réseaux sociaux, ben ça crée un environnement dans lequel on se pose une question beaucoup comme qu'est-ce qui cloche avec moi, tu sais. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi ou est-ce que c'est pas il y a quelque chose qui cloche avec comment on est orienté face aux autres puis qu'est-ce qu'on définit comme étant du succès puis de l'épanouissement. Parce que si c'est seulement d'être en relation que tu définis comme étant un succès, ben ça se peut que tu sois malheureux au final. Puis je pense que il y a beaucoup à jouer là-dessus sur tu sais, nos parents ou nos grands-parents qui ont été dans des relations de 40, 50 ans, là, des mariages qui ont duré vraiment longtemps, mais qui n'étaient pas nécessairement un gage de réussite. Mais beaucoup de gens qui sont restés dans des relations dans lesquelles ils étaient malheureux ou malheureuses parce que c'était ça qu'on faisait à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de divorce ou comme c'était vraiment mal vu, puis on restait. Mais je pense que les enfants puis les petits-enfants de ces gens-là, ils ont un peu internalisé que comme, ben moi, ça sera pas ça, moi. Je vais pas rester dans des relations qui fonctionnent pas pour moi. Ça, sur papier, c'est génial. Comme, bravo. Comme, restez pas dans des relations dans lesquelles vous êtes pas bien. Mais si ça fait que quand tu rencontres quelqu'un, il n'est pas exactement la personne que tu recherches initialement, ça veut pas dire qu'il faut que tu quittes cette personne-là ou que tu arrêtes de la dater ou que tu regardes ailleurs ou tu passes au prochain, tu sais, comme quand tu magasines. Ça serait quoi ton opinion sur... T'sais, on a vraiment l'impression, tu sais, on s'entend, je suis sûr que tu l'as déjà entendu parler, mais des gens qui disent que dans le fond, ça n'existe plus des gens qui font des efforts ou des compromis en relation. On dirait que j'ai l'impression que c'est toujours pire en pire. Genre. T'as-tu... Ben, je pense que c'est ça. Il y a les deux. Je pense que les gens qui sont prêts à faire des compromis ou qui sont ouverts, qui sont bienveillants, qui comprennent un peu les vraies dynamiques interpersonnelles, je pense qu'ils rencontrent pas les gens qui sont prêts à le faire aussi. Je pense qu'ils rencontrent les gens qui sont prêts à ne faire aucune concession et qui ont leur version vraiment rigide de ce que c'est être en relation avec quelqu'un. Mais je pense aussi que justement les gens, avec la disponibilité des profils sur les applications de rencontre, ben, ça fait que les gens ont une liste un peu toujours dans la tête de qu'est-ce qui a fonctionné dans mes anciennes relations, puis qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné. Fait que qu'est-ce que je cherche, puis qu'est-ce que je veux vraiment pas du tout. Mais c'est à travers chaque date, puis quand je dis date, ça peut être avec un S, là, des fois, ça peut pas obligé d'être juste une date. Ça peut être 5 ou 6, puis là, finalement, ça a pas levé ou on n'ira pas plus loin que ça. Je pense qu'on se voit juste comme étant des amis, là, le bon vieux... Friendzone. le bon vieux classique, là. Mais je pense que, justement, de pas avoir cette forme de liste d'épicerie-là qu'on a, puis de pas accumuler les critères de sélection, parce que les dates, c'est pas des entrevues, c'est pas la même chose, il y a pas autant dans la balance, puis c'est plus organique, ça devrait pas être formel comme une entrevue d'embauche, là, une date, là, ça devrait être léger, ça devrait couler, personne qui devrait être en mode interrogatoire face à l'autre, c'est pas ça, puis je comprends, les gens, ils veulent pas nécessairement perdre leur temps, puis... Mais encore là, est-ce que ça veut dire que peut-être... Faut que t'aies une prémisse que ça soit pas ça, là. Ça marche pas. Là. Ouais, puis je veux dire, si t'es rendu que t'es tellement blasé par les relations puis le dating que t'arrives avec ta liste de questions à poser puis que moindrement que, il a pas répondu oui à 3 des questions, on passe à l'autre. T'es déjà à côté parce que le but d'une relation, c'est justement nous, mais de devenir nous, d'être prêts à ça va être organique, ça va changer, puis... C'est ça. Fait que si t'as ta liste, mais tu passes complètement à côté de c'est quoi une vraie bonne relation healthy. Ben, pour moi, là, genre, c'est plus ça. Ça serait quoi ton take sur les gens, justement, qui ont une grosse liste, puis que, genre, on en connaît tous, une personne qui est comme ça, qui rencontre quelqu'un que lui, il est tout le temps en train de changer pour la personne, puis il est en train de comme compléter sa liste. Genre. Il est en train de devenir sa liste, parce que lui, il change pour l'autre personne. Une dynamique qui doit, genre... c'est un des deux qui pète, genre... Ouais, je vais te laisser deviner c'est lequel des deux qui va être vraiment malheureux dans la situation, là. Ça va être celui qui s'adapte à l'autre, parce que, justement, il va tellement devenir quelqu'un qui n'est pas réellement, il va quasiment devenir un ennemi de lui-même, là, ou comme ça, il sera c'est plus... poétique, ça! Ouais, il y avait... j'avais vu un podcast américain, là, que c'est quelqu'un qui disait quand t'es ami avec tout le monde, t'es l'ennemi numéro 1 de toi-même. Ouais. Là. Faut que ça clash avec des gens. Exact, puis
il y a une nuance quand même à faire parce qu'il y a des... on peut s'imprégner des autres, on peut se laisser influencer si on veut pour le mieux. Tu sais, je pense que être à deux ou être en relation, c'est aussi une forme de parenting, si on veut. Si tu as des qualités que j'admire chez toi ou des compétences que tu as qui font que je suis comme « wow, c'est extraordinaire », ben si ça me pousse à aller de l'avant, puis ça me pousse à vouloir faire mieux, puis à me dépasser parce que c'est quelque chose auquel moi j'adhère, puis parce que ça me développe en tant que personne, ben c'est correct de le faire. C'est sain de le faire. On devrait viser ça. Mais si c'est pour avoir ton approbation, pour que tu sois fier de moi, pour que tu restes, là, c'est là que je fais on est peut-être mieux de pas aller là-dedans. Là. Non, c'est ça. C'est pas sain comme comportement puis dynamique. Exact, c'est pour l'autre. Tu le fais pour l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que relation. ça serait-tu un bon indicateur, l'énergie que tu files après une rencontre ou une décision, que tout le temps t'es supposé de filer comme pleine, débordante, ou quand t'es vraiment genre brûlé, genre que c'est vraiment pas bon, mais des fois tu fais un effort parce que tu veux aspirer ça, mais ça te brûle, fait que c'est-tu un indicateur Comment que t'es fait... cette intuition-là un peu, là, Ben, l'intuition, il faudrait voir, est-ce que ton intuition a été bonne dans le passé? Est-ce qu'elle t'a servi ton intuition? Parce que si au final, tu te rends compte que, finalement, j'ai suivi ce que je pensais être mon intuition dans le passé, puis ça m'a amené à avoir plusieurs relations qui ont été finalement pas adéquates pour moi, je serais nuancé avec l'intuition dans le moment. Parce que l'intuition est basée sur des expériences passées, souvent, ou des observations qu'on peut faire, mais est-ce que si on fait des observations à travers un filtre, comme je le mets tantôt aussi, si moi, ma vision du monde, c'est un peu comme si je portais des lunettes fumées, puis je vois la vie un peu plus dark que j'aurais dû à cause d'expériences passées, ben là, l'intuition que j'ai est quand même à travers mes lunettes foncées. Fait est-ce qu'elle est vraiment représentative de la réalité qui est plutôt neutre? Ben c'est là que je ferais attention là, avec la notion d'intuition. C'est sûr que si tu sors d'une rencontre avec quelqu'un, puis t'es complètement vidé, puis tu te questionnes quasiment si tu as envie de le revoir, c'est peut-être pas bon signe. Mais tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait des tendances à aller vers des gens qui sont non accessibles, qui sont froids, qui vont lui donner, tu sais, qui vont être ambivalents face à leur capacité à donner de l'affection, ben ça se peut que cette personne qui aille en date avec cette personne-là vient un peu déclencher ces pulsions-là chez lui. Là, lui, il va partir de la date, puis il va dire « Ah, wow, c'était vraiment extraordinaire comme date, j'ai hâte de la revoir. » Mais c'est parce que ça vient réveiller ces tendances-là que lui a dans le passé d'aller vers des gens qui sont ambivalents parce qu'il a conceptualisé qu'il doit chase l'amour, qu'il doit se battre pour l'avoir. Mais alors, son intuition, en ce moment, n'est pas la bonne. Son intuition est basée sur son passé, sur ses expériences passées. Donc, il faut qu'il y ait un peu... quasiment sur du rejet. Ben, exactement. Fait qu'il faut qu'il y ait un peu à l'encontre de ça, puis de se dire « Wow, au contraire, cette personne-là, elle vient directement chercher mes zones que je cherche pas à aller chercher dorénavant dans des relations. » tu sais. Mais à l'inverse, ces gens-là, souvent, quand ils vont rencontrer des gens qui sont... réciproques, qui donnent l'affection à outrance, puis pas là, bombardés, là, mais normal, là, qui rencontrent une personne qui est normal, bienveillant, puis qui sont sécures dans leur attachement dans ça. Ça se peut que ces gens-là, ils soient pas intéressés par ces gens-là, parce que ça vient pas les allumer leur système nerveux là, de comme « Oh, il faut que je change », c'est ça. Exactement. Fait que ces gens-là, ils vont limite trouver ces gens-là comme plates ou pas intéressant parce qu'ils n'ont pas à chase, mais c'est comme non, reste. C'est pas un défi, là, non, exactement, ça n'a pas à être un défi. C'est pas une compétition. Exact. Fait que c'est correct que reste avec l'inconfort que ça te procure en ce moment parce que ça se peut qu'au final, ça soit vraiment bon pour toi, qu'elle soit, je veux pas dire plate, là, c'est parce que c'est pas réellement plate, c'est juste que on l'interprète comme étant une personne plate parce qu'elle vient pas faire réagir notre système nerveux, mais reste avec cette personne-là, ça se peut qu'au final, cette période-là d'adaptation au début que tu as à pas être trop attiré, ben ça va s'en aller. T'sais. C'est juste qu'il faut que tu t'assoies avec ta capacité à être vulnérable et de ne pas avoir peur qu'elle s'en aille. Dans le fond, ton conseil, c'est quasiment l'inverse. Genre, ouais! Écoute pas les coups de foudre.
écoute les mauvais coups de foudre qui prennent un an. Ben, c'est drôle parce C'est un que peu ça, j'ai hein. reçu un conseil de quelqu'un, de plus âgé, relation de longue date, puis cette personne-là me disait qu'il faut que tu sois en couple quasiment avec ton meilleur ami. Parce que la passion va tout assurément s'essouffler à travers 40 ans. Si t'es romantique puis tu veux une relation de 40 ans, puis le conseil, c'est essaie de trouver vraiment genre ton body, même comme... Oui, passionnel, mais ça se travaille aussi, tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penses à travers les recherches ou... Ben, c'est pas à travers les recherches, mais ce que de plus en plus j'entends, que c'est pas tout le monde qui croit à l'amitié homme-femme. OK. Fait que déjà, le discours de vouloir aller, de trouver comme mon meilleur ami avant tout, tu sais, qu'on soit vraiment bons amis avant d'être des amoureux, par exemple, je pense que c'est noble sur papier, mais est-ce que les deux personnes dans la relation y croient déjà à la base? Je sais pas. Puis je pense que oui, ça, je suis d'accord que la passion au début, là, la lune de miel, là, ouais, exactement, ça reste pas toujours. Il y a je pense qu'il y a des moyens de l'entretenir. Je pense que comme si on s'occupe du bien-être de l'autre puis qu'on est réciproque là-dedans, on peut le maintenir, cette forme de passion-là du début. Mais je pense qu'elle s'effrite, là, vraisemblablement, parce que la routine embarque, là, ça devient un peu plus... on découvre de moins en moins la personne, là, vraisemblablement. À travers les années, on commence à la connaître quand même. Par pas pire. cœur, là. Exactement. Alors, je pense que c'est bien d'être avant tout, oui, ami aussi, au moins, ou d'aspirer à l'être le plus possible, d'être plus que seulement des amoureux. Puis moi, je me suis déjà fait dire par quelqu'un comme... qu'on faisait une activité plus ludique qui sortait un peu moins d'une date, là. Je me souviens plus de l'activité, Ok. là, mais... Genre, c'est radar. Genre. Yo, c'est Ouais. malade, là! Puis, Mais tu vois vraiment comment quelqu'un peut vraiment agir. Mhm. Assis à une table, tu connais pas vraiment l'autre Ouais, personne, ouais, mais c'est dans ouais. une activité. ouais, Ben, je exactement. trouve, Ouais. là, c'est cool, en tout cas. Exactement. Ouais. Puis, dans cette anecdote-là, j'avais dit un commentaire comme ah, c'est cool, tu sais, qu'on ait du fun comme ça dans ce contexte-là. Ça voudrait dire que, tu sais, on pourrait être vraiment pas juste des amoureux, mais des amis. Puis elle m'avait dit sec, là, non, on sera jamais amis. J'ai comme, Oh! wow! OK, c'est violent, là. Puis je l'ai pas questionné à ce moment-là, je l'ai pas... Ben, ça surprend. mais j'étais comme, ah, ben, OK, d'accord, tu sais, c'est... OK. Message reçu, là, mais je pense que oui, c'est noble de vouloir y aspirer puis de vouloir développer une forme de dynamique ou de légèreté qu'on retrouve avec des amitiés qui est moins dans le cadre du couple des fois, là. Je pense que comme trouver comment avoir du fun avec quelqu'un, c'est important. C'est le core, je la pense, question là. du jeu, là, du ludique. Ouais. Puis comme tu dis, je pense que c'est l'indice numéro 1, je pense, de succès dans les relations, c'est justement les expériences partagées. Tu sais, de se retrouver à des endroits puis de vivre un moment où est-ce que les deux, on voit comment l'autre agit puis ses réactions puis tout ça, parce que ça, c'est pas quelque chose que tu vois sur un profil Tinder, tu sais. Non. Mais tu vois sa Ouais. grandeur puis tu vois qu'il aime ça faire de la pêche puis Je veux rire et je fais des randonnées. Voilà. Le classique, là. Ah, Tous les profils les que gars, tu vois ont avec ça. des poissons. là, tu sais. Les gars avec des poissons. un autre classique. Là, tu entends ça. Est-ce que c'est... Il y a vraiment des moyennes, là, c'est ça. Ben oui, Ouais, puis des 100%. deux côtés, là, comme swiper des gens qui disent qu'ils aiment voyager, là, je suis Ah, comme... ouais. Moi aussi, j'aime ça voyager, là, mais c'est que ça te rend pas unique, là. Puis, je veux dire... Moi aussi, j'aime ça gagner des chèques d'1 million. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est que Toi c'est ça, aussi. les critères de sélection qu'on regarde sur les profils, en dehors des photos, là, du visuel, on s'entend que c'est ça avant tout, mais c'est que c'est pas des critères qui vont nécessairement être représentatifs de si une relation fonctionne ou pas. Alors que ça se passe beaucoup plus dans l'informel, dans les contextes de ludique, de plaisir, où est-ce qu'il n'y a pas de pression de performance, il y a Ouais. juste essayons de se connaître vraiment. Puis justement, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui s'engagent dans des relations rapidement, puis je me dis, oh là là, comme est-ce que tu l'as vu? Comment elle gère les conflits, tu sais, comment elle exprime ses besoins, comment elle navigue, tu sais, si elle a une journée difficile au travail, comment est-ce qu'elle va le gérer, tu sais, toutes ces notions-là qui sont pour moi vraiment fondamentales dans une relation.
on les questionne pas vraiment ou on les demande pas. Là. En date, moi, j'aime bien mieux demander c'est quoi la façon la plus significative pour toi de te faire témoigner de l'affection versus... Est-ce que tu le formules comme ça dans une date? Ça m'arrive. Très sexy. Ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'a impacté? J'ai des opinions quand même assez tranchées là, sur les love language, là, les langages de l'amour. Ok. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par tranché? Ben, c'est que j'entends des fois la notion que... Parce que, mettons, je te demanderais, c'est quoi, toi, ton langage, ton love language? Que moi, j'aime recevoir ou moi que je fais? Ben voilà, c'est ce que les gens nomment souvent. C'est la question que je reçois toujours. Pour moi, ce que je fais comme love language, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a, pour moi, aucune importance. Ah! Parce que ça devrait être comment moi j'aime recevoir de l'affection et comment toi tu aimes recevoir l'affection. Parce que, par exemple, si toi, ta façon de témoigner de ton affection envers quelqu'un, c'est de faire des cadeaux. Mettons que c'est ça. Moi, si je me sens coupable quand je reçois des cadeaux, là, puis que toi, tu t'acharnes à m'en offrir, il va avoir une distance. Ça sera pas... On n'a pas tous les éléments pour que ça fonctionne de ce côté-là. Alors que si... Je te dis pas d'arrêter de faire des cadeaux en général, tu peux en faire. Mais si moi, c'est les mots d'affirmation, les compliments ou les petits post-it dans le lunch, tout ça, là, ces affaires-là. Si ça, c'est moi, mais que justement, toi, le tien, c'est de faire des cadeaux, fait que tu t'acharnes à continuer à en faire, puis tu n'écris jamais les mots que moi, c'est comme ça qui résonnent le plus avec moi, ben, je veux pas dire qu'on est voué à l'échec, mais de ce côté-là, On a moins de chances que ça fonctionne. on a moins de chances que ça fonctionne. Fait que c'est de voir c'est quoi celui que tu aimes recevoir, c'est quoi celui que moi j'aime recevoir, et essayer de s'approprier celui de l'autre. Le problème, c'est quand c'est pas réciproque, là. Mais si ça l'est, je pense que c'est là le gage de succès. Je pense que c'est vrai qu'on a des inclinaisons de comment on témoigne de notre amour. Ça c'est, je le nie pas. T'sais, comme moi, je suis quelqu'un de vraiment affectueux, j'aime ça les câlins et tout. Mais si je rencontre quelqu'un que les câlins, ça la laisse de glace, que on se tient jamais la main ou quoi que ce soit. Madame Freeze! Je dis pas que c'est nécessairement un mauvais match, mais il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit. Mais il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça se peut que ce soit pas un bon match au final, mais ça se peut que justement, si elle accepte ou si elle tolère un peu plus, puis elle voit que c'est comme ça que moi je le fais, puis elle l'accepte, puis ça peut fonctionner quand même. Je pense qu'il faut pas s'arrêter juste à ça. Mais c'est que je pense qu'il faut en être conscient, puis pas de seulement s'attarder à « ben moi je fais que des cadeaux, puis c'est à toi de t'adapter ». Là, on part pas dans la bonne voie, selon moi. Fait que de se poser la question, ce que je reçois ou donne, ça devrait même pas avoir lieu d'être. Ben, Parce qu'il faut que ton donnage soit flexible puis adaptable à la personne. C'est exactement ça. C'est intéressant. Question juste de compatibilité. Ouais, exact. Besoin, ouais, exactement, parce que sinon, je pense qu'une des deux personnes va être malheureuse dans ces sphères-là de la relation, puis je pense que c'est quelque chose j'aime bien mieux savoir ça en date que c'est quoi ta couleur préférée. Ah, moi, c'est 100%. Mais moi, ça a été ça. Ouais, 100%. M'en fous de ta couleur, là, comme, honnêtement. Là. Ben, ça peut être multicolore, let's go, ben oui, c'est là, correct, tu sais. Je jetterais pas la rose de la couleur préférée. Ben, éventuellement, moi, ça serait un truc peut-être, mais tu sais, c'est moins déterminant sur si la relation T'en trouveras des va indigos, des continuer. roses. Mais il y en a de plein de couleurs. Des tulipes, sinon, ouais. Y a-tu des indigos? Pas d'indigo. C'est bleu, ça? Indigo, je pense que c'est ça. moins bleu mauve. Bleu, ouais, bleu. Ouais, il y en a pâle, des ouais. bourgognes, ouais. Ah, bleu pâle. Bourgogne, ouais. Noir, est-ce que... Non. On approche la fin du podcast. Ouais. Est-ce que t'as ta phrase que tu veux lancer dans l'univers? Genre, quand cette personne-là, quand on parle de toi, tu dis cette phrase-là, tout le monde dit « Ah, ça c'est... Pat dit ça, genre. » Non, si je peux laisser, ça serait peut-être un conseil à la limite pour ceux qui peut-être se retrouvent dans les situations qu'on navigue actuellement, là, que le dating c'est pas facile, qui sont un peu découragés et tout, là, puis que des fois ils perdent un petit peu patience, ou à la limite aux gens qui ont peut-être peur de l'engagement, d'être vulnérables et tout, là, je dirais donner la chance
à l'autre et à vous-même de vous ouvrir pleinement puis de vous laisser vous découvrir parce que vous pouvez vraiment faire des belles rencontres, des belles découvertes. Là. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner là, à s'ouvrir plus aux autres et à accepter que être vulnérable, ça fait mal, mais que ça en vaut la peine, vraiment. C'est un peu comme un gage d'être soi-même, c'est d'être... La vérité, c'est toujours important. Là. C'est que, ouais, l'authenticité, c'est la plus belle chose qu'on peut se donner à soi-même et aux autres. Ouais, parce qu'en même temps, comme on disait tantôt, genre, si t'es quelque chose de faux, c'est sûr que t'auras pas un good time. Là. C'est sûr que non. Ça va se sentir. Tu travailles à faire d'autres choses qui sont pas réellement toi. Là. Ouais, c'est fou. Ouais. Soyez vous-même sans aucune excuse. Oh, Ça va être ça, ma phrase. C'est bon! Mais moi, j'ai trouvé 2-3 phrases dans le podcast qui sont vraiment inspirant, puis je trouve que tu l'exprimes tellement bien, puis que tu sais, comme tu mets vraiment, c'est vrai, tu l'as, là, la table à parler de ce sujet-là. Puis non, merci tellement. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, vraiment, merci de m'avoir reçu. Là. Vous êtes vraiment incroyables, puis je pense qu'on aurait tous avantage à continuer de vous suivre, puis je pense que vous créez un environnement qui donne le goût de s'ouvrir, puis d'aller en profondeur sur des sujets qui sont pas toujours nécessairement simples à aborder, qui peuvent des fois, je pense qu'on a plusieurs opinions sur bien des choses, mais je pense que justement, on n'a pas à être tous d'accord nécessairement sur tout, mais qu'on est tous d'accord que notre voix a de l'importance, puis qu'on a de partager. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en se tenant debout devant l'autre, en se challengeant un peu, puis je pense que c'est dans ces espaces-là où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce que ça amène la réflexion. Tu sais, si j'en suis où j'en suis en ce moment, c'est parce que j'ai été confronté justement à des gens, à des situations qui n'ont pas toujours été faciles, mais si je pouvais retourner en arrière, je voudrais pas m'éviter de les avoir vécues parce que ça me permettrait pas d'être où j'en suis en ce moment. Tu sais, je suis reconnaissant de toutes les expériences. T'es la somme de ces expériences. Exactement, là. Puis d'être reconnaissant d'avoir la vie qu'on a, tu peux pas choisir certaines... exactement. Tu peux pas être seulement reconnaissant de certaines expériences, mais pas d'autres. Tu dois... C'est tout ou rien. C'est tout ou rien, puis j'en suis... C'est comme la phrase que je t'avais envoyée, Alex, là, c'était « La vie, elle vient pas à toi, c'est toi qui... » Ouais. C'est toi qui vis la vie, là. C'est pas la vie qui vit à toi, là. C'est à travers toi. Timothée Chalamet, ça, je pense qu'il avait dit ça. Timothée Chalamet, je pense qu'il avait dit ça. C'est le gars dans 12. Dans Dune, qui avait dit ça en entrevue. Exactement ce moment-là. Puis c'est vrai, non, c'est vraiment ça. Il dit, je pense, dans la citation, là, tu dois être le capitaine de ton propre bateau. Là. C'est vraiment ça. La vie... La vie, c'est un processus actif. Tu dois en prendre... c'est un film qui bouge. Exactement. Puis tu dois être celui qui en prend le contrôle. Exactement. Parce que sinon, ça va être trop facile de vivre des expériences négatives puis de dire que la vie s'acharne sur toi. Non. Tu dois reprendre le contrôle sur ta vie et décider de... Quand tu vas être sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu veux que ta vie, elle a été? Qu'est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? Puis... je pense que c'est à travers pas juste ça. te rappeler de soi, c'est quel impact que tu as fait. Aussi. Oui, exactement. Ouais. La mémoire que tu vas laisser aux autres. Oui, exact. Mais c'est quoi ton musée de la vie? Tu sais, des fois, c'est quoi les flashs qu'on se rappelle, comme quel flash que tu veux? Ah, j'ai fait ça, ou j'ai accompli ça. C'est trop cute, comme... le musée de la vie. Je l'avais, c'est arrangé que le musée de la vie soit le fun à y aller, tu sais. Ton étude, on va pouvoir la lire, ça sort quand? Où est-ce qu'on lit ça? Je serais plus intéressé à ce que les gens lisent mon essai. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me suivre sur Instagram, là, @boualexou, BOUALEXOU. Sinon, à contact@commercialalexandrebaudry.com, BOUDRY, mon nom de famille. Vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé à lire mon essai. Je vais essayer de le faire publier là, dans les prochains mois. Là. J'essaie de voir, je le fais lire là, à certaines personnes dans mon entourage pour qu'ils me donnent du feedback là, parce que autant je trouve ça super intéressant puis pertinent, autant qu'un fort sentiment d'imposteur. Là. Donc j'essaie de naviguer les deux quand même. Là. Ouais. Faut commencer. Faut que tu le fasses. Exactement. Puis imposteur jusqu'à temps que tu l'aies plus. Là, voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je suis là-dedans en ce moment.
Et s'il y en a qui veulent me partager leurs réflexions, ou si vous avez du vécu aussi qui est en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer vos histoires. Peut-être qu'ils feront partie de l'essai. Un peu à la couple ouverte. Exactement. Exactement. Tu sais, si ça Oh. résonne avec quelqu'un qui écoute, je suis très ouvert à ce qu'on en discute, puis essayer de voir peut-être que s'il y a des réflexions qui m'échappent, qui pourront peut-être faire partie de l'essai. Qui sait? Très Il va faire un cool. meet-up de conversation. Ah, ça pourrait être vraiment cool. J'avais déjà pensé dans les cafés quand je travaille d'écrire un petit papier sur mon ordi, genre venez me voir, me parler de vos histoires. Là. Je ne l'ai pas encore assumé complètement, mais je pense que... Ah, let's C'est comme go! le- Hey, comme faut le travailler meme de- ça, là! Comme le meme de Comme- Change My Mind. Ouais, exact. Pareil. Exactement. Ah, mais let's go, là! Ouais. Travaille, ensemble. Comme Alex. Food Channel! YouTube Channel! Merci encore, Alex. Suivez-nous sur Spotify, YouTube, notre site internet. Yeah. Mais là, Hey Alex, shout-out à toi. On a des Chandail. Merch! Merci. Ouais, ils sont Faudrait qu'on fasse cute. un petit post là, qu'on les présente ou. Je sais pas. Ouais, on ferait quelque chose, Quelque là, chose, c'est ça, ouais. yes. Ou faudrait qu'il y ait la photo sur le site internet, parce que les gens ici veulent en acheter. Ouais, écrivez-nous. Bonne là-dedans. Ils sont vraiment beaux. Merci, un petit lama, merci. Merci, Lauriane, ouais, c'est pour ça. l'illustration. Ouais. Hey, tu la vois-tu souvent, là? Si je la vois, Non, tu la vois pas. Je la J'ai vois d'autres pas crayons souvent. à donner. finalement, Oh! c'est ça. J'ai fait Oh. le ménage, j'ai fait non. Écris-y. Ouais, c'est ça, Ouais. ça passe. Pas que j'ai des crayons. Deuxième podcast. Ouais. Fait que, merci encore, Alex, d'être dans ma Thanks, vie pour faire Pat. ce projet-là. Tout est Ouais. parfait, tout rien à retirer. Invité Le de soleil. Fire. Ouais, Ouais. Merci de m'avoir reçu, vraiment. Un honneur. merci. Salut! Bye! Le jour du Seigneur se termine. Ah!